Donc moi je m'appelle Alexandre Piboul, je travaille à l'Office national des forêts au département recherche, développement et innovation. Et une de mes activités consiste sur la détection à m'occuper de la plateforme Computri. Donc là dans cette présentation il n'y aura pas vraiment de résultats, de méthodes précises, ce sera plutôt un état des lieux global de la plateforme avec un peu les évolutions en cours. Alors déjà, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, Computri, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plateforme collaborative de traitement de données 3D en contexte forestier. Donc c'est déjà une plateforme qui est open source, sous licence globalement LGPL, qui est multiplateforme Windows, Linux et Mac depuis la version 6, et puis qui est dans sa conception modulaire, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des plugins qui peuvent être développés de façon totalement indépendante les uns des autres. C'est une plateforme qui met un accent assez fort sur les logiques de performance des calculs, avec un langage structurel qui est le C++, et puis aussi pas mal de- d'options de traitement par l'eau et de traitement sur des grandes surfaces. Et bien sûr, une plateforme bilingue, français et anglais, de façon systématique pour à peu près tout ce qu'on fait. Je ne vais pas pouvoir décrire toute la plateforme dans cette présentation, mais je voulais juste insister sur quelques fonctionnalités clés, en tout cas qui sont quelques points forts de la plateforme. La première, c'est de pouvoir travailler dans une logique de ce qu'on appelle des chaînes de traitement, c'est-à-dire la possibilité de composer un traitement étape par étape, un peu comme on le fait dans un script R ou dans des logiciels de ce type, mais via une interface graphique. Une plateforme qui propose un certain nombre de fonctionnalités de visualisation 3D relativement avancées qui permettent donc d'explorer les données assez en profondeur dans un domaine où les données sont complexes et donc il est important, intéressant de pouvoir creuser un peu ce qui se passe quand les algorithmes ont tourné. Une plateforme qui propose également la possibilité d'implémenter, de mettre en place des fonctionnalités interactives, c'est-à-dire qui donnent la main à l'utilisateur en 3D pour éventuellement valider, compléter ou saisir des informations. Donc là, je montre par exemple à l'écran une fonctionnalité de recalage semi-automatique de placettes entre du lidar aéroporté et des données terrain. Et puis, c'est aussi une plateforme qui est donc construite dans l'idée de pouvoir traiter des grandes surfaces, donc avec des logiques de traitement par l'eau. À titre d'exemple, on a traité à l'ONF à peu près 3,5 millions d'hectares de forêt en segmentation de houppier avec du lidar HD. En termes de sources de données d'entrée de cette plateforme, c'est assez varié, hein. Tout ce qui est 3D, globalement, peut rentrer dedans, mais globalement, c'est principalement des nuages lidar aéroporté, HD ou THD. Alors HD autour de 10-20 points par mètre carré ou THD autour de 70-80, 100 points par mètre carré. Des données issues de photogrammétrie, donc des nuages photogrammétriques par exemple. Ça peut être des nuages de points lidar terrestre, lidar mobile, drone lidar, issus de photogrammétrie terrestre, donc tout ce qui est nuage de points très dense. Et puis tout ce qui est issu de l'univers SIG, donc tous les rasters, MNT, MNH, MNX, divers et variés, issus de lidar, de photogrammétrie ou autres sources. Et puis, on peut aussi importer des images multispectrales. On ne fait pas encore l'hyperspectral, mais pour l'instant, on peut déjà importer des images multicanaux et faire des choses avec. Ça, c'est un peu quelques éléments sur la plateforme. En termes de positionnement, on est un peu une phase charnière, hein, depuis un an là, puisqu'au 1er janvier 2025, l'ONF a repris à 100% la gestion et le financement de la plateforme après quelques années de gestion partagée avec plusieurs organismes. Et à cette occasion, on a augmenté aussi le budget alloué à la plateforme pour ses développements. Alors, pourquoi je dis que c'est une année un peu charnière, c'est qu'à l'occasion de ce changement de cette évolution de la gouvernance, on a fait un atelier partenaire. On a convié un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par la plateforme. Et on a fait ça en octobre. Et donc, une des choses qu'on a déjà constatées, c'est dans les personnes qui sont venues parmi les gens qu'on a invités, on a eu beaucoup d'utilisateurs, beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé, et assez peu de chercheurs. Alors que les invitations étaient plutôt inversées. Donc bon, ça dit quelque chose des gens qui ont un intérêt pour la plateforme. Et puisque donc ces utilisateurs ou les gens, parce que globalement cet atelier a ressorti, c'est un certain nombre d'atouts de la plateforme, sa capacité à traiter de gros volumes de données, de grandes surfaces, sa gratuité et sa pérennité dans le temps, sa capacité à intégrer des travaux de recherche dans la durée. Et puis, que globalement, c'était, en tout cas, ça a fait preuve dans certains, à l'ONF et à quelques autres endroits, que ça peut faire un bon support de développement transfert vers des applications opérationnelles. Par contre, on a identifié, alors c'était pas non plus une surprise à cet atelier, mais ça a bien confirmé des lacunes assez fortes
Le principal étant un manque critique de documentation utilisateur, un manque d'offres de formation et une plateforme qui finalement est encore assez peu connue en termes d'utilisateurs finaux, en particulier au-delà des frontières françaises et québécoises. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'initialement, quand la plateforme Computerie était positionnée sur un créneau qui était de dire qu'on centrait la plateforme sur des collaborations entre chercheurs et R&D, et recherche et développement, avec l'idée qu'on formait, on accompagnait soit des chercheurs, soit des thésards, soit des postdocs au développement directement dans Computerie en C++. Cette approche a bien fonctionné au début, puisqu'on a eu plusieurs postdocs, plusieurs thèses, je vais dire terrestres, qui ont produit rapidement des résultats intéressants. Mais on était sur des profils plutôt de développeurs informatiques, qui connaissaient déjà bien le C++ en entrant et qui n'étaient pas effrayés par ce langage-là. Et ça a aussi bien fonctionné côté ONF, puisque du fait de notre bonne maîtrise de la plateforme, on a pu développer pas mal de chaînes de traitement qui ont pu ensuite être industrialisées, en particulier pour le LIDAR HD. Mais cette approche, cette logique, finalement assez centrée sur la collaboration scientifique, recherche R&D, a assez vite montré ses limites aussi dans la durée, c'est-à-dire au fil des années, on s'est rendu compte que ces accompagnements directs, cet encadrement direct était assez chronophage, et que le temps qu'on passe à suivre les personnes une par une, ça se fait au détriment d'autres choses, et en particulier, ça explique en partie le fait qu'on n'a pas pu allouer beaucoup de ressources à d'autres aspects, comme la documentation, la communication. Et puis, surtout, je pense, la grosse limite de cette approche, c'est que c'est pas très adapté à des profils plutôt forestiers ou analyse de données, soit sous R, soit Python, qui sont des profils assez majoritaires en recherche forestière, parce que tout le monde n'est pas forcément développeur informatique. Et du coup, cette logique-là posait un peu des problèmes d'intégration d'autres profils. Et puis, en termes de modèle économique, on a fait une tentative partenariale où des organismes publics donnaient une contribution annuelle. Et il s'est avéré que cette façon de faire les choses n'était pas très efficace, que c'est finalement assez difficile pour des organismes de dégager une sorte de redevance annuelle. C'est pas vraiment un mode de financement fonctionnel, en tout cas en France. Donc, suite à tous ces diagnostics, on a fait un choix de repositionner la plateforme sous un angle un petit peu différent, et plutôt de considérer que c'est plus une plateforme d'intégration opérationnelle. C'est vraiment se centrer sur ce qu'on en a fait en fait ces dernières années, à savoir un outil de production qui intègre des algorithmes, mais qui vise avant tout à faire de l'intégration opérationnelle. Et donc l'idée, c'est cette année et les années qui viennent de prioriser les actions qui facilitent, qui rendent accessible l'utilisation de la plateforme pour vraiment se centrer sur ce créneau-là. Et du coup, l'idée aussi, c'est de diversifier, d'outiller, de soutenir différentes voies d'intégration dans Computerie plutôt que de se reposer uniquement sur l'idée que les gens vont se former au développement de plugins. Alors du coup, on a défini un peu trois grands axes stratégiques d'action pour les temps à venir. Le premier, la priorité absolue, c'est de faciliter la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme par les utilisateurs sur leur cas d'usage concret. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler à l'utilisation, à permettre aux gens d'utiliser ce qui existe déjà de façon efficace. Alors, avec un point d'attention, c'est qu'on a comme une diversité d'utilisateurs, soit existants, soit potentiels. Ça peut aller de chercheurs, d'étudiants, à des gestionnaires ou des bureaux d'études. Donc, les cas d'usage peuvent être assez variés. Et le niveau l'envie d'aller plus ou moins loin dans les traitements peut être assez différent selon les utilisateurs. Deuxième grand axe, outiller la mise au point de chaîne de traitement adaptée à la variété des contextes, des données et des cas d'usage. Puisqu'effectivement, on constate via les contacts qu'on a autour de cette plateforme que les gens veulent pas forcément toujours. Enfin, il y a plein de cas d'usage assez variés et des fois le diable se cache dans les détails. Et puis un troisième axe qui est vraiment de réfléchir à comment intégrer des travaux innovants issus de la recherche à la R&D, c'est-à-dire de ne pas perdre cette idée de rester, de proposer des outils innovants, voire récents, mais de différents qui peuvent être issus de la recherche, de la R&D ou de partenaires privés intéressés à la plateforme. Alors, je vais décliner un peu ces trois axes. Donc, sur la partie mise en œuvre opérationnelle, ce qui est déjà disponible, ce que la plateforme propose déjà, c'est le fait que ça fonctionne sur des configurations relativement raisonnables, avec des ordinateurs de bureau. Alors, peut-être pas les notebooks de base, mais des ordinateurs de bureau à peu près standards. On arrive à faire des choses, même sur des grosses surfaces.
La disponibilité sur plusieurs plateformes, c'est important aussi, puisqu'on n'a pas, typiquement à l'ONF, on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que Windows, mais on a d'autres publics qui utilisent Linux ou Mac de façon principale. Alors sur Mac, je précise qu'on a quelques petits problèmes en cours, mais c'est en cours d'analyse pour résolution. On propose des versions portables, ce qui facilite la vie aux organismes qui n'ont pas l'accès à l'installation de logiciels avec droit administrateur. Et puis, des systèmes de script qui permettent déjà en fait, de diffuser des chaînes de traitement où il y a juste à modifier les entrées-sorties si on veut les réutiliser. C'est ce qu'on fait typiquement en interne, c'est-à-dire on crée des chaînes toutes faites, et après les gens changent les fichiers d'entrée, fichiers de sortie, éventuellement ils changent un ou deux paramètres dans le script, et puis ils ont juste à relancer le traitement sur leur nouveau jeu de données. C'est une plateforme qui propose, en tout cas pour la plupart, des traitements plutôt performants en termes de vitesse. Et puis, donc j'ai déjà dit plusieurs fois, la capacité de traitement sur des grandes surfaces avec des logiques d'indexation spatiale. Alors pour l'instant, plutôt LAS et format PTX, mais avec l'idée de l'étendre dans le futur. Et puis il y a déjà finalement pas mal de choses disponibles, même si ces traitements ne sont pas forcément très documentés, donc pas forcément connus. Et l'idée donc des traitements interactifs dont je parlais, qui peut dans certains cas d'usage opérationnel être assez important de pouvoir avoir la main sur les données en cours de traitement. Alors ça c'était pour l'existant. À court terme, donc ça quand je dis court terme, j'entends dans les 2 mois qui viennent, les actions prévues. Donc il y a la mise en ligne de 6 tutoriels de découverte. Donc ces tutoriels ils sont finis en termes de contenu. Il y a encore un peu de post-traitement, un peu de montage, mais globalement, ils sont faits. Et donc, ils seront mis en ligne en français et en anglais au plus tard fin mars. J'espère un petit peu avant. Donc là, l'idée de ces tutoriels, c'est vraiment de faire découvrir la plateforme, sa logique, son fonctionnement, c'est-à-dire que les gens puissent devenir relativement à l'aise avec la manipulation de l'interface. En parallèle, on va, pour des raisons techniques, faire une refonte du site computerie.onf.fr, mais en profitant pour supprimer le site qui hébergeait précédemment le code source et un certain nombre de documentation, RD Innovation. On va tout rassembler autour d'un seul site, autour du site Computerie, qui ne change pas d'adresse, qui reste à computerie.onf.fr. Il va être complètement repris en termes de forme et de contenu. À moyen terme, donc là c'est sur l'ensemble de l'année 2026, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner une échéance aussi précise. On a l'idée, une fois qu'on aura mis en route en ligne les 6 tutos de découverte, de passer à la suite, c'est-à-dire des tutoriels thématiques, c'est-à-dire proposer un relativement grand nombre de chaînes de traitement standard pour des cas d'usage récurrents, où pour chaque cas, à la fois on donne les explications, le script et les données exemples. Ça, l'idée, c'est de permettre aux gens de se lancer dans des cas très concrets sur tout un tas de chaînes, soit existantes, soit à venir. On veut aussi, dans le courant de cette année, essayer d'améliorer l'animation de la communauté utilisateur pour gagner en contact avec les gens qui pourraient être intéressés par la plateforme. Et à ce titre, on fera une première journée des utilisateurs Computerie le 23 juin 2026. Donc ce sera une demi-journée de visio, dont le but sera un petit peu de faire état un peu de ce qui est disponible. J'espère on aura déjà à ce stade-là les 6 tutos vidéo et on aura sûrement les premiers tutos thématiques. Et l'idée, ce sera de faire un peu un tour de table de ce que les gens attendent, avec l'idée, une des idées sous-jacentes de cette journée, c'est de préparer, de concevoir une journée de formation à l'automne 2026, ouverte aux gens qui veulent se former à l'utilisation de la plateforme en format présentiel, a priori. Donc ça sera défini probablement à l'issue de la journée des utilisateurs. Donc ça, c'est sur une logique de script et de tutoriel, donc dans l'interface actuelle de Computerie. Un plan à moyen terme également, c'est d'ajouter une interface boîte à outils dans Computerie. Donc finalement une interface alternative à l'interface actuelle, qui soit dédiée et minimaliste, proposant des traitements standards en réduisant le paramétrage au minimum. Donc là, l'idée, c'est pour les gens qui n'ont pas envie d'explorer en détail les étapes intermédiaires, qui n'ont pas envie de comprendre le script complet, mais juste de faire un truc rapidement, de proposer finalement d'encapsuler ces scripts sous forme de traitement unitaire avec uniquement les paramètres essentiels qu'on peut changer. Et ne produire que les résultats de sortie en laissant tomber tous les résultats intermédiaires. Donc ce serait un outil complémentaire à l'interface actuelle qui nous semble être intéressant pour cibler des utilisateurs peut-être moins aguerris à la manipulation d'algorithmes.
et avec l'idée que cette boîte à outils soit très facile à étendre à de nouveaux traitements. Et puis, à moyen terme aussi, l'idée de corriger nos petits problèmes de performance sous Mac pour que la plateforme soit pleinement opérationnelle sous cet environnement. Sous l'axe d'outillage de la mise au point des chaînes de traitement, donc ce qui est déjà disponible, c'est qu'on a déjà une logique de création de chaînes de traitement assez avancée, qui donne accès à tous les résultats intermédiaires, qui permet d'avoir une assez grande souplesse dans l'adaptation, la comparaison, le test de méthodes pour mettre au point un peu les chaînes de traitement. On a donc des capacités de visualisation 3D qui sont en direct, c'est-à-dire on est directement dans le même outil. On produit les données, on les visualise, on remodifie les paramètres, on relance, on revisualise. Donc on n'a pas besoin de changer, d'exporter pour aller voir dans un SIG ou dans autre chose. Et puis on a un système qui est autonome, qui ne nécessite aucune connaissance en programmation. Donc ça, c'est plutôt des atouts pour des mises au point de chaînes de traitement. Et cette logique de script dont j'ai parlé, qui permet aussi de diffuser finalement, une fois qu'on l'a mise au point, une chaîne avec sa notice de construction. À terme, à moyen terme, alors c'est pas l'axe sur lequel on va le plus investir dans Ident6, mais on a quelques actions quand même. L'idée d'enrichir encore le nombre de formats de données disponibles. On a déjà pas mal de choses en entrée-sortie, mais on voudrait compléter par quelques formats assez à la mode en ce moment. On voudrait aussi améliorer la documentation dans le logiciel. Donc là, on parle pas de tutoriel, cette fois, on parle vraiment de la documentation dans le logiciel des étapes. En fait, au fur et à mesure qu'on va faire les tutoriels thématiques, on va reprendre la doc des étapes qui constituent ces chaînes de traitement standards, de façon à s'assurer que la doc est complète et bien détaillée sur l'ensemble de ces étapes. Et puis, bien sûr aussi, pour des raisons de stabilité, de réutilisabilité, l'idée de corriger les quelques bugs résiduels. On a déjà fait une bonne chasse là ces derniers temps, mais il nous reste encore un petit peu quelques bugs connus sur le chargement de certains scripts ou quelques petits problèmes graphiques ciblés. Donc ça, on va les corriger assez vite. Et puis, on va profiter aussi de la création de tous ces tutoriels thématiques pour faire une repasse un peu sur tout un tas de traitements et identifier d'éventuels bugs qui resteraient. Donc, l'idée de gagner encore en stabilité sur la plateforme. Et sur le troisième axe, sur l'optimisation des intégrations des travaux innovants, donc en action récente, donc qui seront disponibles à la prochaine release, probablement d'ici fin mars. On a eu déjà une grosse action de modernisation de l'environnement de développement. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont un peu dans les aspects code, via un nouveau marché de maintenance qu'on vient de passer là avec Scalian, on est passé donc déjà de SVN à Git. C'était attendu depuis assez longtemps par pas mal de gens, donc ça y est, c'est fait. gitlab.com/computerie. On est passé là de Qt5 à Qt6 pour être en dernière version sur le framework Qt, et on est passé, là aussi c'était attendu, de Qmake à CMake pour passer sur vraiment le standard de compilation actuel et permettre aux gens qui le souhaitent de travailler sous Visual Studio ou d'autres compilateurs. On a également profité de ce travail pour rédiger des documentations développeurs qui décrivent l'architecture logicielle du système et qui proposent un manuel de développement pour les gens qui font des plugins. Donc ça, tout est à peu près prêt. Là, ça va être faut juste le temps qu'on le mette en ligne et qu'on fasse les derniers tests. Mais globalement, c'est fait. Et puis, du point de vue contenu, on a aussi intégré récemment son algorithme sur des produits dérivés du MNT pour l'archéologie et l'hydrologie, des questions d'indicateurs radiométriques aussi, à partir d'images multispectrales. Et on a amélioré un certain nombre de points sur la gestion de données SIG, donc tout ce qui est polygone, digitalisation de raster, des choses comme ça. Donc un certain nombre de petits contenus qui ont été produits cette année. À moyen terme, donc là, objectif pareil sur l'année 2026, idéalement. Donc l'idée, le cœur de l'action, c'est d'essayer de structurer et de communiquer autour de 3 options d'intégration qu'on imagine pour des travaux dans Computerie. Donc la première, c'est de prendre en charge l'intégration de travaux existants sur le marché existant, c'est-à-dire sur notre budget principal. Ce qui reste à faire là, c'est à définir comment on décide ce qui rentre, ce qui peut être fait via ce moyen-là ou pas. Donc il y a une question de modalité d'arbitrage à clarifier. Deuxième option, de prévoir dans un projet de recherche, par exemple, un work package ou une action qui finance l'intégration. Donc ça, typiquement, on va le faire
On va le faire cette année sur le projet des SOPT. Et puis, troisième option, qui est celle d'origine, hein, qui reste toujours disponible, la possibilité malgré tout de former des gens en développement de plugins, mais avec l'idée d'essayer d'avoir plus de support d'auto-formation, que les gens puissent avoir un peu plus d'autonomie sur ce logique-là, quand les gens souhaitent y aller. Mais a priori, l'idée est de plutôt privilégier les deux premiers modes, c'est-à-dire on prend finalement en charge l'intégration des travaux plutôt que de demander aux chercheurs de rentrer eux-mêmes dans Computerie. Alors, il y a des projets d'intégration prévus pour 2026. Donc, comme le disait Félix hier, il y a l'idée d'arriver à refaire fonctionner LVOX nouvelle version dans Computerie, parce qu'on n'a pas fait le passage, puisque ça vient tout juste d'être produit. Donc là, on ne sait pas encore si ce sera l'option 1 ou 3, sûrement un mélange des deux. Et puis, l'intégration des méthodes mises au point dans des SOPT. Donc là, on sait que ce sera sur financement projet, puisque ça a été prévu dès le début dans le projet. Et puis en parallèle, on a aussi on développe actuellement un centre de contact parce que lors de l'atelier de l'automne dernier, il y a plusieurs partenaires privés, plusieurs sociétés privées qui ont manifesté un intérêt pour la plateforme. Et donc on essaie de voir un peu comment on pourrait collaborer pour enrichir Computerie. Toujours sur cet horizon 2026, du côté ONF, on a un certain nombre de travaux de fond en termes de contenu qu'on va mettre à disposition. Donc on est en train de travailler assez activement là sur des algorithmes de détection géométrique des troncs dans des données LIDAR aéroportées à très haute densité. Donc là, on est en train de faire un test sur l'Est de la France et on va, une fois que ces algos auront été validés, testés, donc probablement dans le courant de l'année, on va tout mettre à disposition dans la plateforme. Enfin, c'est déjà dedans, mais on va l'ouvrir. Et puis, on a une action prévue aussi de retravailler sur des travaux qu'on avait un peu laissés de côté sur le TLS depuis quelques années. Donc, on va essayer de remettre tout ça un peu en forme pour avoir des chaînes de traitement opérationnelles vraiment fonctionnelles, valorisant les travaux qu'on a fait il y a déjà quelques temps et en complétant avec éventuellement des morceaux qui manquent. Donc ça, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, dans le cadre du réseau de monitoring des forêts Renécofor, il y a un scan des placettes qui est réalisé au lidar terrestre. Et donc, dans ce cadre-là, on veut mettre en place des outils pour extraire un centre de données. Alors, on n'est pas sur du mobile, et on est sur des données où il reste un peu d'occlusion. Donc, je le dis pour Jean-Romain, je pense qu'on testera sa chaîne de traitement quand elle sera dispo, mais bon, en parallèle, on va quand même travailler sur la valorisation des algorithmes qu'on avait mis en place. Et puis, il y a aussi l'idée, un petit peu le serpent de mer, la reprise du chantier de connexion de Computerie avec R et ou Python, enfin plutôt et. Ça a été un chantier un peu difficile, c'est-à-dire que le prestataire précédent a eu pas mal de difficultés, on n'a pas réussi à aboutir à un résultat satisfaisant. Donc là, on a changé de prestataire, on va tout reprendre proprement et on va essayer d'aboutir cette fois. Alors l'objectif initial, c'était de pouvoir utiliser des fonctions R dans des chaînes de traitement Computerie, mais du coup, on va adjoindre à cette idée un objectif complémentaire qui est à l'inverse, c'est de pouvoir utiliser du Computerie depuis R. Donc ça devrait pouvoir se connecter assez bien avec ce qu'on va faire sur la logique de boîte à outils. Et donc on espère avancer là-dessus. Alors sur cette partie R Python, je m'engage plus sur des dates parce que c'est pas raisonnable, mais en tout cas il y a l'intention d'essayer de faire une avancée vraiment significative là-dessus cette année.